merci à vous de nous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. En voici les titres en images, bien sûr. De nombreux temps forts et événements ont été organisés tout au long de ces mois dans le cadre de l'année de la Russie, une année qui vient de s'achever. Il sera question de tradition en cette période de Noël. Les fameux 13 desserts n'auront plus de secret pour vous. Théâtre avec la pièce Le Porteur d'Histoire présentée sur la scène du Théâtre Princesse Grace. De la danse avec la Générale de Volmont signée Pina Bausch au Grimaldi Forum. Et puis de la musique avec le nouvel album d'Evo Dano. Je vous le disais en titre, l'année de la Russie vient de s'achever. Dans ce cadre, de nombreux événements ont été organisés tout au long de l'année, des événements à la fois culturels, gastronomiques et même économiques. L'heure est au bilan, comme vous l'explique dans ce reportage Fabien Bonilla. Il était aux côtés d'Orazio Gaggino et d'Eric Elkoubi. L'année de la Russie a été initiée par le souverain lors de son voyage officiel à Moscou en octobre 2013. Elle a ensuite été inaugurée le 19 décembre 2014 avec la Mégère apprivoisée, création de Jean-Christophe Maillot pour le Bolchoï. Cette année de la Russie vient de s'achever. De nombreux événements ont été organisés tout au long de l'année sur le plan gastronomique, culturel, sportif, scientifique et même télévisuel avec un journal quotidien en russe sur Monaco Info. Au total, 153 manifestations et initiatives ont vu le jour en principauté. Le bilan, il est à plusieurs niveaux, puisque vous savez que cette année de la Russie à Monaco, elle a été marquée par de très nombreux événements, principalement culturels, c'est du moins, je pense, que retiendra le grand public, mais aussi des événements à caractère économique, des événements dans des domaines aussi variés que la science, la philatélie, l'éducation, le sport. Enfin, ça a été véritablement un foisonnement de plus de 150 événements à laquelle de très nombreuses institutions de la principauté se sont associées. Mais puisque j'évoquais plus particulièrement la culture, il y a eu en effet un certain nombre de concerts qui ont marqué les esprits, dont celui de Maître Gergiev au Palais Princier. Il y a eu l'exposition de Chagall à Malevich au Grimaldi Forum, l'exposition Grimaldi-Romanov au Palais Princier. Enfin, voilà, le bilan, il est d'une très grande richesse, d'un très grand intérêt pour l'avenir, puisqu'il a permis d'acter les liens d'amitié qui remontent à loin entre la Russie et Monaco et qui nous permettent aujourd'hui aussi de nous projeter dans l'avenir. 2015, année de la Russie, ce n'est pas un trait qui se tire, mais plutôt une page qui se tourne. En 2016, nous fêterons les 10 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Nous vous le présentions il y a quelques jours, un parcours des crèches a été installé à Monaco-Ville et plus généralement c'est toute la principauté qui a revêtu ses habits de fête de fin d'année. À quelques jours du réveillon, c'est au tour du prince souverain que les organisatrices de ce parcours ont décidé de réunir tous les amateurs des traditions de Noël, comme vous l'expliquent Patricia Navarro, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia dans ce reportage. Des contes, des chants, de la musique, les organisatrices du parcours des crèches ont décidé de faire vivre toujours un peu plus la magie de Noël à Monaco. Avant le début des vacances scolaires, elles ont tenu à offrir un moment convivial et chaleureux à quelques pas de la grande crèche de la place du Palais. Un buffet avait été installé et l'orchestre des carabiniers a joué des morceaux de circonstance. Le théâtre des Muses était venu avec une petite troupe de lutins joyeux, conteurs d'histoires de Noël. Et pour gâter tout ce petit monde, une dégustation des 13 desserts était proposée. Ces fameux 13 desserts dont on se demande toujours quelle est leur composition. Alors vous avez les 4 mendiants. Voilà, alors les amandes, les noix ou noisettes, les raisins secs et les dattes. Ensuite, vous avez les 4 fruits frais, que sont la pomme, qui d'ailleurs correspond au sapin de Noël, où on accrochait les pommes autrefois, c'est l'arbre de vie, c'est la pomme d'Adam et Ève, en fait, il faut bien le dire. Ensuite, la poire, l'orange et souvent ou le melon ou la grenade. Ça sont les 4 fruits frais. Ensuite, vous avez les 4 desserts, si vous voulez, très classiques en Provence, le nougat noir, le nougat blanc. Vous avez également les fruits déguisés.
Et vous avez également les pâtisseries. Alors en pâtisserie, vous avez souvent ou les oreillettes, mais ce que vous avez surtout, qui reste le plus important, qui est la vraie tradition du vrai dessert de Noël en Provence, c'est cette fameuse pompe qu'on appelle la pompe à huile en Provence et qui est faite, si vous voulez, avec un peu de grains d'anis, de la fleur d'oranger qui sort brûlante du four. 13, le Contillet. Les enfants de l'école FANB, eux aussi, ont activement participé à ces célébrations en composant une crèche vivante dans la cathédrale. Les crèches du monde entier, quant à elles, sont à découvrir jusqu'au 8 janvier dans Monaco-Ville, de la place du ministère d'État à la place de la mairie en passant par la cathédrale, la place du Palais et enfin, pour terminer, le musée océanographique. Après l'ancien malade des hôpitaux de Paris, le théâtre Princesse Grasse a présenté cette semaine Le Porteur d'Histoire, une pièce d'Alexis Michalik, un spectacle drôle, empreint de folie et interprété par 5 comédiens talentueux. Christine Datomel et Thomas Deus ont eu la chance de rencontrer Régis Vallée et Charles Lelore quelques heures avant qu'ils ne montent sur scène. Joué pour la première fois le 8 juillet 2011 au Festival d'Avignon, Le Porteur d'Histoire connaît depuis un véritable succès. Alors que seules quelques représentations étaient programmées au départ, 4 ans plus tard, Le Porteur d'Histoire continue de se jouer à guichet fermé, que ce soit à Paris ou en tournée. C'est un spectacle qui fonctionne beaucoup sur le rythme. Maintenant, c'est un spectacle où on commence à être nombreux parce qu'il y a toujours une équipe à Paris et une équipe en tournée. Donc on est amené à jouer tous ensemble, tous les uns avec les autres. Donc c'est souvent des équipes inédites. Il faut se caler, il faut qu'on ait tous quand même plus ou moins le même rythme parce qu'on n'a pas toujours le temps de répéter, de se recaler les uns avec les autres. Et bon, maintenant on commence à bien se connaître, mais parfois ça a été un peu périlleux d'arriver à tous connaître les rythmes des uns et des autres pour que l'histoire soit toujours la même. Et que le message qu'on transmet soit toujours le même, l'histoire soit aussi fantastique. C'est pas possible de résumer ce spectacle. Donc du coup, les spectateurs allaient le voir et puis disaient aux amis, à la famille, j'ai vu un truc, je peux pas te le raconter, mais va voir, c'est super bien. Cet homme est perdu, il ne sait pas où il est, putain, il ne sait plus très bien qui il est, putain, c'est juste une chose... cherche son chemin. Putain de bordel de merde. Oh. Madame, ici, oh, madame, je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Quel château? Je cherche Linchamp, madame. Le château perdu. Putain, Linchamp, vous connaissez ou pas? Ah oui. Alors vous allez prendre tout droit, au carrefour vous tournez à droite, oui. Après vous continuez sur 3 km, vous arrivez à Nouzonville. Sur la place, il y a un café, oui. Vous entrez dans le café, non. Vous demandez au patron, il vous indiquera. Non, je veux pas de café, oh, partez pas, putain. Régis Vallée fait partie de l'équipe de création du Porteur d'Histoire. Au départ, ils étaient 5 comédiens à jouer la pièce. Aujourd'hui, l'engouement du public est tel qu'ils sont 23 à l'interpréter et à s'échanger les rôles. La pièce se joue sur une vingtaine de tableaux, une série d'histoires liées à la disparition légendaire d'une famille noble sous la Révolution française. Il y a plusieurs personnages, c'est un voyage à travers l'histoire, à travers la géographie. On va traverser le désert algérien dans les années 2000, la forêt des Ardennes dans les années 80, et puis après ça va partir à travers la Révolution française et j'en passe et des meilleurs. Moi, mon personnage, c'est Martin. C'est un jeune homme un peu paumé, un peu dans la merde, un peu dans une situation pas confortable, qui cherche le village de Linchamp dans les Ardennes et qui se retrouve paumé en pleine nuit, sous la pluie, en pleine forêt. Il cherche la maison de son père qui vient de mourir. Il cherche la maison pour aller donc enterrer son père. Et à partir de là, l'histoire commence. C'est incroyable à jouer. Moi, je crois que je dois avoir une dizaine de personnages à jouer sur le spectacle et ça bouge tout le temps. C'est un vrai tourbillon. Donc ouais, je pense que c'est jubilatoire pour le spectateur, mais pour nous aussi, c'est un vrai numéro d'équilibriste. On s'amuse énormément. Grâce au jeu subtil et juste des comédiens, les spectateurs sont entraînés dans une quête vertigineuse à travers l'histoire et les continents. Le Porteur d'Histoire, une pièce à voir ou à revoir.
À vos agendas, prochain rendez-vous au théâtre Princesse Grace le 20 décembre dès 17h avec les Franglaises. De son côté, le Monaco Dance Forum a débuté. Jusqu'à dimanche, des représentations de Volmont signées Pina Bausch vous sont proposées. La répétition générale a eu lieu jeudi soir et José Sacré l'a suivi pour vous. Voyez son reportage. Invité du Monaco Dance Forum, la compagnie Tanztheater Wuppertal Pina Bausch est à Monaco au Grimaldi Forum du 18 au 20 décembre. Les 3 pièces de Pina Bausch présentées à Monaco ces dernières années ont laissé dans nos mémoires de merveilleuses images et en particulier sa version du Sacre du Printemps, un chef-d'œuvre donné dans le cadre du centenaire des ballets russes. Volmont, à découvrir sur la scène de la Salle des Princes, est le fruit d'une scénographie spectaculaire interprétée par 11 acteurs danseurs. Définir les pièces de Pina, je trouve ça impossible parce que c'est très très large, tout ce qui porte les pièces. Les pièces sont un morceau dans cette énorme trajectoire que Pina a eue, ou alors une chaîne dans cette énorme chaîne qu'elle a construite. Mais ils sont tous un morceau de vie, de passion, d'humanité. C'est la danse en plein, la danse comme on peut s'imaginer comment on aurait pu encore danser. Mais définir, enfin nous on n'a jamais fait avec Pina, on a toujours très peu parlé et je pense qu'il n'y a pas, c'est impossible autrement parce que c'est justement on n'a pas travaillé avec les mots avec Pina. C'est un univers qui échappe aux mots, qui ne veut pas être défini par des mots et si je vais le définir, je vais le limiter. Je pense que chacun des spectateurs, il va avoir sa propre définition dans son cœur. Il y a de tout, il y a les moments très spectaculaires, il y a les moments très intimes, il y a les moments très tristes, il y a les moments d'une joie énorme, il y a énormément de facettes et ça ne reste jamais sur quelque chose, ça passe, vous allez être toujours surpris et je pense que quand on est spectateur devant les pièces de Pina, on peut pas partir, même au cas où on aurait trouvé oh, c'est pas pour moi, on peut pas partir parce que comme on ne sait pas du tout ce qu'il nous attend, on est collé à la chaise et on est prêt à avoir encore plein de choses. C'est la vie en quelque sorte. Oui, et Pina s'est inspiré de la vie, de l'être humain. Petit détail technique, 8000 litres d'eau chauffée sont utilisés à chaque représentation. Mais pour les spectateurs, les parapluies ne sont pas indispensables. Voici un album dont nous voulions vous parler, Réalisation. C'est le titre du nouvel opus de jazz signé Charlie et Lionel Vodano. Ils sont bien connus en principauté et Fabien Bonnier, accompagné d'Olivier Bonello, ont assisté à la présentation de leur CD. Charlie à la trompette et au clavier, il a enseigné au conservatoire de jazz Léo Ferré pendant des années. À ses côtés, son fils, Lionel Vodano, à la batterie. Pour les accompagner, Marc Ayoub à la guitare et Antonio Mercurio à la basse. Voici le groupe monégasque CLV Project. Né il y a 2 ans, CLV Project vient de sortir son premier album, Réalisation. On a eu une idée de vouloir en fait partir sur quelque chose d'original et de mélanger toutes les influences. Parce qu'on est très ouvert en fait sur toutes les musiques et on voulait qu'on retrouve, pas forcément nous dire tiens on va faire du rock, on va faire de la pop, mais qu'on sente qu'on a une musique ouverte avec différentes influences, pop, rock, jazz bien évidemment, musique électronique, etc. etc. Et je pense qu'on est parti de ce principe-là et ça a fonctionné tout de suite. Et c'est très important pour nous aussi l'évolution de chaque morceau. Un album ouvert sur le monde, groovy, moderne et vintage en même temps, en résumé du jazz fusion. Même Miles, il disait, quand il a créé le jazz fusion, il disait moi aujourd'hui je ne fais plus du jazz, je me sers des influences du jazz et je les adapte en fonction de la musique que j'ai envie de faire et que le public a envie d'entendre aussi, bien entendu. Ah oui, ce sont des émotions.
Donc on est là vraiment pour partager nos émotions à travers cette musique. Et c'est vrai qu'on doit, pour nous, tout est, comment dire, le but c'était que ce soit cohérent, parce qu'on retrouve plein de choses différentes. Chaque morceau est totalement différent sur cet album. Et le but c'était, non, il faut que ce soit quand même cohérent au final. Et c'est le retour qu'on a déjà, parce que l'album est sorti le 30 octobre, tous les retours de gens déjà d'horizons différents, qui sont vraiment dans le jazz, qui ne sortent pas de là, ou dans d'autres musiques, nous disent tous la même chose. C'est très différent, on sent toutes vos influences, et tout est très cohérent. Je dis à partir de là, c'est exactement ce qu'on voulait faire passer. Réalisation est disponible sur la plupart des plateformes de téléchargement. CLV Project est en pleine promotion avec des concerts à la clé. Les dates sont à découvrir sur le www.vodano.com. Et nous vous en parlions dans une précédente édition. Le festival Le Temps Presse a levé le voile cette semaine sur son palmarès 2015 au Centre de Congrès et de Culture, où nous avons pu, quelques heures avant donc qu'il ne monte sur scène, rencontrer le fondateur de ce festival. Il s'agit de Marc Oberon et je vous propose de découvrir cet entretien. Voilà, donc comme promis il y a quelques secondes, nous nous trouvons sous la verrière du Grimaldi Forum avec vous, donc Marc Oberon, et on va bien sûr parler, c'est d'ailleurs marqué derrière nous, du Temps Presse, ce festival. On peut peut-être d'ores et déjà évoquer dans quel contexte nous nous trouvons, parce que le palmarès est dévoilé pour la toute première fois en principauté cette année. C'était important à vos yeux ? Oui, c'était important, puis ça prenait un vrai sens, parce que la principauté avec la direction de la coopération internationale est partenaire du festival depuis, c'est un partenaire historique. Ils étaient avec nous au début, en 2011. Et ils ont été là chaque année et on a construit avec eux de différents prix. Ils sont engagés aussi, c'est pas qu'un partenariat fictif, il y a un vrai travail fourni par les équipes sur le prix des enfants. Cette année, on a plus de 2000 enfants qui ont vu les films. On en a eu, je pense, à Monaco et à Paris, et peut-être 600. Ça fait beaucoup d'heures de visionnage. Ça fait beaucoup d'heures de visionnage, mais surtout, ça fait plein d'enfants qui ont... on voit, puis moi, je me suis occupé aussi de suivre ça à Paris. Quand on voit tous ces enfants qui regardent ces films, ça leur amène plein de réflexions. Voilà, on est dans la découverte, on est dans l'envie. Quand on fait ces moments-là, je pense qu'avec tous, autant la direction de la coopération que nous, notre métier prend un vrai sens. Alors justement, est-ce qu'en regardant, en observant tous ces enfants, vous avez le sentiment que les objectifs qui étaient fixés, on va dire, au départ de ce festival, au fur et à mesure, au fil des années, sont atteints? Est-ce que la prise de conscience se développe de plus en plus? Alors, je pense qu'on va séparer. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été lancés par Kofi Annan en septembre 2000, qui sont arrivés à terme en 2015. Ils ont relancé de nouvelles actions avec les objectifs du développement durable. Et c'est vrai que nous, notre rôle, il est pas trop sur le terrain. Nous, on est à la frontière entre la politique et le cinéma. Et on n'est pas des acteurs concrets, mais on est des acteurs de sensibilisation. Donc nous, dans le travail de sensibilisation, nous, quand on est rentré là-dedans, on était bien plus âgés que tous les jeunes qu'on découvre aujourd'hui. Donc voilà, on participe à ça. Voilà, on sait qu'en participant, aujourd'hui, quand on a 2000 gamins qui ont vu les films, on se dit qu'effectivement, ça donne un vrai sens de faire ces prix. Et ça donne un vrai sens d'être là, parce qu'on a commencé avec la principauté au début avec un premier prix. Maintenant, il y a le prix des femmes, il y a le prix des étudiants, avec Sciences Po à Menton. Et c'est vrai que on découvre des gens qui sont tous emballés et motivés, et on suit un petit peu l'instinct de chacun. Vous disiez tout à l'heure, quand on est rentré dedans, rentré dans ce projet, quel était justement votre état d'esprit quand vous êtes rentré dans ce projet? Alors nous, à l'origine du festival, il y a un long métrage qui s'appelle 8, qui a été réalisé par 8 grands réalisateurs. Il y avait Jane Campion, Gus Van Sant, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Mira Neher, Wim Wenders et Gaël Garcia Bernal. Et on est parti sur une longue aventure où on leur a donné carte blanche pour nous dire comment eux voyaient le monde aujourd'hui, sans imaginer une seconde qu'on serait là aujourd'hui à avoir inversé les rôles à un moment donné, où les réalisateurs sont devenus jury, puis on a invité le public à nous dire vous, comment voyez-vous le monde aujourd'hui? Et des gens, des professionnels vont regarder votre travail. Et puis pour vous remercier du travail, du temps que vous consacrez à faire ces films, on va demander à des réalisateurs connus de regarder votre travail
et de vous mettre en valeur. Et le trophée, du reste, est un symbole de tout ce travail parce que c'est un témoin, il est en forme de témoin, le passage de témoin. Et l'idée, c'est de permettre à des réalisateurs déjà confirmés de passer le témoin aux nouveaux talents parce qu'il faut que ça se perpétue. Donc on joue un petit rôle, mais un rôle quand même. Alors c'est vrai que vous parliez des réalisateurs qui avaient donc apporté leur signature au film 8. Il y a eu par le passé comme président Costa Gavras. Là, cette semaine, la Principauté accueille Yann Kounen également, je crois, pour l'année prochaine. C'est aussi une valeur ajoutée, tous ces noms du 7e art. Et donc pour l'année dernière, on avait Léla Conners, donc, une femme, oui. Exactement, c'est important, qui a réalisé La 11e heure, qui est un documentaire sur l'environnement avec Leonardo DiCaprio. Et qui sera ce soir en direct de Los Angeles pour nous dire quelques mots et passer le témoin à Yann Kounen. Et du coup, la question, c'était, j'ai oublié. Donc voilà, tous ces noms, donc y compris celui de Leïla, tous ces noms du 7e art, toutes ces signatures, ça apporte forcément une valeur ajoutée aussi, j'imagine, au festival. C'est une valeur ajoutée. C'est que d'un côté, effectivement, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité auprès du grand public, c'est évident. Et puis de l'autre, encore notre rôle, nous, c'est de soutenir ces réalisateurs qui s'engagent sur ce terrain qui est très compliqué, qui est de faire des sujets de société où ils n'ont pas forcément le financement pour le faire. Et on voit des films qui sont fantastiques, qu'on a reçus de plein de pays. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont des vraies compétences. Et tout ça, au bout d'un moment, effectivement, il faut que ça leur serve. Et quand on débute dans ce métier, de savoir des grands réalisateurs, des grands noms vont voir votre travail, je pense que même si on ne leur offrait que ça, au-delà des dotations qui sont offertes, des trophées, des diplômes, je pense que rien que ça, déjà, ce serait... je sais que c'est un cadeau fantastique pour eux. Donc voilà, c'est là où on doit amener effectivement des gens qui ont réussi à venir nous filer un petit coup de main pour soutenir ces nouveaux talents. Vous pensez que le travail des membres des différents jurys est difficile? J'entends par là que, on le disait précédemment, ce sont des heures de visionnage. Et après, est-ce que c'est difficile de choisir un lauréat parce qu'on aurait peut-être tendance à vouloir aussi, entre guillemets, sacrer tous les courts-métrages? Oui. Alors, déjà, je félicite mon équipe qui fait un boulot énorme de visionnage. Là, on a regardé, en 5 ans, on a visionné plus de 1000 courts-métrages sur des sujets de société. Et selon les prix, on essaie aussi de cibler pour le prix des enfants, le prix des étudiants. Après, il y a effectivement le prix cinéma qui est qui est entouré de gens du cinéma. Et le prix des femmes, alors je fais un aparté, mais le prix des femmes, qui est le sujet sur lequel on récupère le plus de films durs. On en reçoit énormément et il y a des films qui sont très durs et qui montrent à quel point ce sujet est fort. Il y a des violences. Il y a des violences, il y a la notion d'égalité qui est frappante dans un grand nombre de films qui arrivent de plein de pays, où les religions viennent s'emmêler dans ces réflexions-là, et on sent bien que c'est des vrais sujets. Donc du coup, c'est vrai que selon les jurys, on les met, je pense, peut-être plus ou moins en difficulté, selon les thèmes, mais on s'inquiète d'avoir toujours, alors ça aussi, on s'inquiète d'avoir un équilibre entre films de divertissement, parce qu'on a aussi, c'est important qu'on traite de manière humoristique ou de manière un petit peu plus détendue, et puis qu'on mette effectivement des films durs. Donc voilà, donc c'est vrai que selon les jurys, ils doivent composer, mais j'espère qu'on les surprend. Une toute dernière question, Marc Oberon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir de ce beau festival dans les années qui viennent? De permettre à ces nouveaux talents d'arriver un jour à passer ce fameux tremplin et d'arriver dans la cour des grands pour faire des longs métrages. Parce qu'il y en a qui méritent vraiment. Eh ben, on vous le souhaite. Voilà. De tout cœur à Monaco Info en tout cas. Merci, Merci beaucoup. Merci. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Samedi, des nuages sans pluie, quelques percées du soleil, température comprise entre 12 et 15 degrés. Dimanche, peu de changements, des nuages assez encombrants, maximal 15 degrés l'après-midi. Lundi, peu d'évolution, un temps assez partagé entre des nuages sans pluie et des apparitions inégales du soleil. Mardi, prolongement de la période de temps sec assez beau, température d'un mois de novembre comptée de 12 à 16 degrés. Some people still have questions
about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et vous le savez très certainement, l'actualité monégasque c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.